Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la 10e vidéo de ce cours destiné à l'apprentissage de Python. Dans cette vidéo, nous entamons la deuxième grande partie de ce cours qui concernera la programmation orientée objet. Et dans cette vidéo, nous allons plus particulièrement parler théorie. En effet, je vais vous présenter le concept théorique qui se cache sous la programmation orientée objet ou la POO, comme il est souvent abrégé. Alors, le principe de la programmation orientée objet, c'est comme son nom l'indique, c'est de travailler avec des objets. C'est de concevoir un programme avec des objets. Alors déjà, qu'est-ce qu'un objet? Un objet dans la vie de tous les jours, par exemple, prenons ce que j'ai en face de moi, un écran, une souris ou un clavier. Ce sont donc tous les éléments, toutes les entités que je viens de citer, ce sont des objets. Et ces objets ont tous une fonctionnalité et des propriétés. Par exemple, mon écran, il a une certaine résolution. C'est une de ses propriétés. Il a une fonctionnalité aussi, c'est de pouvoir par exemple changer la luminosité, ou même une fonctionnalité principale qui est par exemple la possibilité juste d'afficher une image. Par exemple, ma souris, elle a une propriété, c'est d'avoir 3 boutons et une molette. Voilà, c'est une des propriétés de ma souris. Elle a aussi une fonctionnalité, c'est de faire bouger un curseur, un pointeur. Par exemple, mon clavier, il a des propriétés, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de touches. Et il a une fonctionnalité, c'est-à-dire, sa fonctionnalité, ça serait, par exemple, d'envoyer un signal à l'ordinateur lorsqu'une touche est pressée avec le numéro de touche correspondant. Donc vous voyez qu'on peut vraiment, à chacun des objets qui nous entourent, attribuer des propriétés et des fonctionnalités. Et la notion d'objet en programmation va bien plus loin, c'est vraiment quelque chose qui peut être complètement abstrait. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, on pourrait très bien dire une connexion, par exemple une connexion à Internet, pourrait être en programmation représentée avec la notion d'objet. Pourquoi? Parce qu'une connexion, elle a des propriétés et une fonctionnalité. Sa propriété, ça pourrait être par exemple le protocole avec laquelle elle a été réalisée, cette connexion. Et une de ses fonctionnalités, ça serait par exemple d'envoyer des informations entre deux systèmes, que ce soit des ordinateurs ou des appareils, des mobiles, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une notion, un objet est vraiment représenté par ses propriétés et ses fonctionnalités, et d'autres choses aussi qui, bien sûr, précisent cette notion d'objet. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer que dans toutes les choses qui nous entourent actuellement, dans notre monde, on peut toujours associer cette notion d'objet. Même un être humain, par exemple, serait un objet dans le concept de programmation d'objet. En effet, nous, on a des propriétés. Par exemple, on est des bipèdes, on a des cheveux, on a des yeux d'une certaine couleur, etc., etc. Et on a aussi des fonctionnalités comme marcher, comme respirer, comme être capable de communiquer, etc., etc. Donc vraiment, c'est très très important de comprendre à la base cette notion d'objet. Je vous invite d'ailleurs à faire l'exercice autour de vous de prendre n'importe quel objet et de lui trouver ses propriétés et ses fonctionnalités. Et vous allez voir que c'est possible dans chacun des cas. Et dans le cas de ce cours, on va, dans cette deuxième grande partie, développer un RPG textuel, donc un jeu de rôle textuel en Python. Et justement, on va concevoir notre programme avec des objets, et je vous ai préparé un schéma que vous voyez, un petit diagramme que vous voyez ici à l'écran. Et j'ai d'abord ici représenté l'idée d'un objet personnage. Alors, pourquoi j'ai dit l'idée? Tout simplement parce que en programmation orientée objet, on ne crée pas des objets uniques. Directement dans le code, on va toujours se fonder sur ce que l'on appelle une classe. C'est un modèle en fait, en quelque sorte. Imaginez quand vous construisez par exemple une voiture, vous n'allez pas tout de suite construire la voiture sans partir d'un plan. Et par contre, le plan, il va vous préciser, voilà, alors telle voiture est construite de telle manière. Par exemple, si vous prenez une Ferrari, ben voilà, le modèle, je sais pas quoi, on va dire le modèle numéro 1 de la Ferrari, il a ce plan, et à partir de ce plan-là, on peut créer tant de modèles de Ferrari, d'accord? Et là, c'est le même concept en programmation orientée objet. On va partir d'un modèle que l'on appelle une classe. On peut parler aussi peut-être de blueprint pour dire un plan en anglais. C'est souvent ces termes qui reviennent dans l'apprentissage de la programmation orientée objet. Mais le terme réel en informatique, c'est une classe. Et à partir de cette classe, on va pouvoir générer
X objets, d'accord? Parce que cette classe représente la nature de l'objet. Un objet, dans ce cas-là, qui sera créé à partir donc d'une certaine classe, sera une instance de la classe, d'accord? Ici, je vous ai représenté donc une classe personnage, c'est-à-dire la description, entre guillemets, de chacun des objets qui sera créé à partir justement de cette description, que l'on appelle des instances. Donc chacun de ces objets seront des instances. Et on voit que donc, cette classe, elle s'appelle personnage. En haut, ici, j'ai placé les propriétés. Donc on a, comme propriété d'un personnage, on aurait sa position dans une carte. On aurait sa vie, sa puissance. Donc à quel point il est puissant, à quel point il peut frapper, par exemple. On aurait son type, par exemple, est-ce que c'est un magicien? Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est une créature, une toute petite créature? Est-ce que c'est, je ne sais pas, un marchand, etc., etc. Et ensuite, on aurait son endurance. Donc voilà, ça c'est dans mon programme, quand j'aurais écrit cette classe, quand j'aurais écrit cette définition de personnage. Donc, en d'autres termes, quand j'aurais précisé à Python, voilà ce que représente un personnage dans mon programme, eh bien, j'aurais donc défini ces propriétés ici qui correspondent, dans ma logique, dans mon programme, aux propriétés d'un personnage. Et ensuite, ici, j'ai défini ces fonctionnalités. Les fonctionnalités en programmation orientée objet, ce sont des fonctions, elles ont les mêmes principes, la même structure que des fonctions, mais on appelle ça des méthodes. C'est pour ça que j'utilisais souvent le terme méthode dans les vidéos précédentes. Donc, une classe a des méthodes, donc c'est des fonctionnalités. D'accord ? On peut aussi parler de fonctions de classe, mais je préfère utiliser le terme méthode et propriété. Donc du coup, ici, on a des méthodes qui sont donc les fonctionnalités de l'objet personnage. Et là, on a, par exemple, est-ce que le personnage est vivant ? Donc c'est une méthode qui nous renverra si oui ou non, eh bien, la vie est supérieure à 0, ce qui signifiera que c'est vivant. Ensuite, on a se déplacer, et on passe en paramètre de cette méthode se déplacer, on va lui passer eh bien, le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Vous voyez que ça se construit exactement de la même manière qu'une fonction. D'ailleurs, j'ai bien mis les parenthèses et passé des arguments, des paramètres, etc. Ensuite, on aurait une méthode attaquer. Effectivement, un personnage, dans la description que l'on veut faire d'un personnage dans notre programme, pourrait attaquer. Et il faudrait qu'on lui passe un autre personnage. Et attention, là, il faudrait qu'on lui passe une autre instance d'un personnage, pour être plus précis. Et il pourrait attaquer cet autre personnage. Et ensuite, on pourrait avoir certaines informations concernant le personnage. Par exemple, quand on appellerait la méthode information sur n'importe quel objet personnage, n'importe quel objet qui, je rappelle, sera construit à partir de cette définition cette définition d'un personnage, eh bien, on pourra récupérer, par exemple, je sais pas, sa position, sa vie, son type, etc. Ça nous donnera quelques infos concernant notre personnage. Alors je répète encore une fois, c'est très très important de comprendre que on a créé ici, j'ai représenté ici un modèle, d'accord, d'un personnage. On peut prendre aussi un autre exemple, une autre métaphore. Par exemple, quand vous créez par exemple prenons par exemple le marché du jouet. Quand un constructeur veut construire un jouet, que ça soit par exemple une figurine ou par exemple, je sais pas, prenons une figurine, il va créer d'abord un moule, d'accord ? Ce moule, c'est la représentation de l'objet, d'accord ? C'est vraiment quelles sont ses formes, est-ce qu'il va être en plusieurs pièces détachées, etc., etc. Et lorsqu'on va mettre à l'intérieur la matière pour construire n'importe quel objet, eh bien on va pouvoir justement créer un objet une figurine à partir de ce moule, d'accord ? Et on va pouvoir créer X figurines, d'accord ? Mais chaque figurine sera unique, mais elle découlera de la même source qui est le moule, d'accord ? Donc là, entre guillemets, ce qu'on fait quand on décrit un objet, on crée le moule d'un objet. Et à partir de ce moule, on va pouvoir créer différentes instances, différents objets qui auront donc toutes les propriétés ici et les méthodes de la classe. Attention, chaque objet, comme je le disais, qui sera créé à partir de ce moule, à partir de cette classe, sera unique. Ça veut dire qu'il aura sa propre position, sa propre vie, sa propre puissance, son propre type, etc. dans le cadre du personnage. Et si on pourrait très bien créer deux objets
personnage, de type personnage, qui serait créé à partir donc, de cette classe, à partir de ce modèle. Et par exemple, on pourrait très bien avoir un personnage qui a une position dans la carte en haut à gauche, par exemple, et l'autre personnage aurait une position en bas à droite, par exemple. Mais ils ont tous les deux les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux une position, d'accord, qui n'a pas forcément les mêmes valeurs dans les deux cas. Mais ils sont vraiment de même nature. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet. Je répète une dernière fois, c'est très important. On a une classe qui définit un objet, la nature d'un objet, et on a des objets qui sont créés à partir de ce modèle, de cette classe. Et ces objets, on les appelle des instances. Chaque instance est unique, d'accord, et elle possède vraiment les propriétés et les méthodes qui sont définies dans la classe. Ensuite, on a un autre concept en programmation orientée objet qui est assez important, qui s'appelle l'héritage. Alors l'héritage, c'est un concept vraiment puissant qui va vous permettre, à partir d'une définition, à partir d'une classe, de créer une autre classe qui s'en rapproche, mais en l'augmentant d'autres propriétés et d'autres méthodes. Là, vous remarquez que j'ai ici créé une relation entre la classe héros et la classe monstre, et elles ont toutes comme parent, ici, la classe personnage. Ici, le héros va avoir toutes les propriétés de la classe personnage, d'accord, qui est ce que l'on appelle la superclasse, la classe parente, si vous préférez. Donc, héros, qui est la classe fille de la classe personnage, qui est la classe mère ou la classe parente ou la superclasse, on appelle ça aussi. Eh bien, la classe héros va posséder donc toutes les propriétés et les méthodes de la classe personnage. C'est-à-dire que ici, la classe héros va avoir une position, va avoir une vie, une puissance, un type, une endurance, mais aussi cette classe va s'enrichir d'une propriété inventaire, armes et argent. Donc du coup, l'ensemble des propriétés de la classe héros sera position, vie, puissance, type, endurance, inventaire, armes, argent. Et ici, on aura l'enrichissement des méthodes aussi, c'est-à-dire que la classe héros aura la méthode est vivant, se déplacer, attaquer, information, ramasser item, vendre item, utiliser item et changer arme. D'accord ? Qui seront donc toutes des méthodes qui seront utilisables depuis la classe héros. Attention, là, depuis la classe personnage, je ne peux pas utiliser par exemple la méthode ramasser item, qui est disponible que dans héros. Donc ça veut dire que quand je vais créer un objet héros, d'accord, je vais pouvoir créer une instance, c'est-à-dire créer vraiment un objet qui découle de cette définition, et je vais pouvoir sur cet objet, sans problème, appeler la méthode est vivant, d'accord, puisque l'objet héros possède toutes les fonctionnalités et les propriétés de la classe personnage qui est sa classe parente. Une autre manière de voir ça, c'est, là je vais faire appel à des vieux souvenirs ou à des souvenirs de cours de collège. Souvenez-vous, quand on était en cours de biologie, on représentait bien les différentes espèces avec des liens de parenté. Eh bien, c'est un peu la même chose. Par exemple, entre le singe et l'homme, eh bien, on a des propriétés qui ont été gardées. Effectivement, le singe, c'est un bipède. Un bipède, il a 4 membres, il a 2 bras, il a 2 jambes. Et il a, plutôt je dirais l'homo sapiens, il a aussi des doigts, il a une posture, il a une tête, il peut respirer, etc. Et vous voyez, l'être humain, c'est la même chose, sauf qu'on a développé d'autres compétences, comme la parole, comme, par exemple, je sais pas, on pourrait dire plein de choses, mais par exemple, la parole, ça me semble être essentiel. L'homo sapiens ne parlant pas, n'ayant pas développé un langage assez évolué comme ce qu'on a aujourd'hui, comme le français ou l'anglais. Donc vous voyez qu'on a vraiment des liens de parenté, on a des propriétés en commun, comme le nombre de membres, de bras, de jambes, on a des fonctionnalités en commun, comme le fait de marcher, mais nous, on s'est enrichi d'autres choses. On a inventé les médias, on a construit des immeubles, on a fait plein de choses. Mais on découle quand même de l'homo sapiens et on a vraiment ce lien de parenté et on a gardé ses propriétés et ses méthodes. Donc,
voilà pour, dans notre schéma, la classe héros, la définition d'un héros. Et on a la définition d'un monstre aussi. Alors attention, le monstre ici va bien hériter aussi de personnages, il y a bien une notion de parenté qui est faite. Donc du coup, le monstre aura une position, une vie, une puissance, un type, une endurance, ainsi qu'un nombre de pattes, un cri, et une propriété qui définira s'il est en train de dormir ou pas. Et il aura aussi d'autres méthodes, comme est vivant, se déplacer, attaquer, information, crier et est éveillé pour savoir s'il est éveillé ou non. Mais le monstre ici, à part son parent, il n'a rien en commun avec le héros. C'est-à-dire que le monstre, il n'a pas d'argent, comme vous pouvez le voir, il n'a pas d'armes, il n'a pas d'inventaire, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer à chaque fois qu'on instanciera, qu'on créera un objet qui aura comme définition, comme classe le monstre, à ce moment-là, on pourra savoir son nombre de pattes, est-ce qu'il est en train de crier, son cri donc, est-ce qu'il est éveillé, enfin plutôt, je sais pas, est-ce qu'il est en train de crier, c'est pas son cri, pardon, c'est le faire crier, puisque c'est des méthodes, c'est des fonctionnalités ici, etc., etc. Et bien sûr, je répète, c'est une autre notion qui est très importante. Chaque instance qu'on créera à partir de ce modèle, à partir de ce patron, si vous voulez, eh bien, seront uniques, mais auront en commun eh bien, toutes leurs propriétés et leurs fonctionnalités parentes. Ici, j'ai créé une autre classe, visuellement, donc une autre classe, une autre définition, qui est complètement séparée de la classe personnage, héros et monstre, et ils n'ont aucune propriété en commun, vous le voyez. C'est la classe item. La classe item, elle a juste deux propriétés, c'est le prix et la description de l'objet, d'accord? Donc son prix, c'est une valeur, de combien il coûte, et sa description, c'est probablement une string, une chaîne de caractères qui définit, qui décrit l'item. Et ensuite, j'ai créé deux autres objets, qui sont des objets, pas deux autres objets, excusez-moi, deux autres classes, deux autres définitions, qui ont comme parent la classe item, qui hérite donc de la classe item. On a la potion, qui effectivement va elle aussi avoir un prix et une description, qu'elle aura hérité depuis la classe item, et elle a une fonctionnalité, c'est de nous retourner combien de vie la potion nous donne. On a une autre aussi définition ici d'objet, une autre classe, qui s'appelle or, qui hérite de toutes les propriétés du parent, de sa classe parent, de la classe donc item, c'est-à-dire l'or, ça a un prix, une description, et là en l'occurrence, une valeur. Et on a aussi combien d'argent ici, qui nous retourne le nombre d'argent que l'or va nous rapporter. D'accord ? Donc là, l'or, c'est au sens, c'est pas une pièce d'or, c'est une espèce de gros bloc d'or dans la construction de notre RPG. Ça pourrait très bien être dire, voilà, on a miné de l'or, c'est un mineur qui allait dans une mine d'or et il a ramené un gros bloc d'or. Donc ce gros bloc d'or a un prix, ce gros bloc d'or a une valeur. Donc c'est un peu la même chose, c'est un peu redondant, là j'avais pas fait attention, mais c'est un peu redondant, mais c'est pas bien grave dans notre cas. Et il a aussi une description, cet or. Et il a aussi combien d'argent, qui est une méthode qui nous, quand on l'appellera sur n'importe quel objet or, eh bien nous donnera la valeur de l'or. Donc je répète une dernière fois, c'est parce que c'est des concepts qui sont vraiment fondamentaux. Là on n'est pas allé jusqu'au bout de tous les concepts un petit peu avancés de la programmation orientée objet. Là je vous fais vraiment le tableau général, je vous présente généralement le concept. Je répète une dernière fois, on a ce que l'on appelle une classe. D'accord ? Une classe, c'est une définition d'un objet. Un objet, c'est quoi ? C'est une entité qui possède des propriétés et qui possède des méthodes. Les méthodes sont les fonctionnalités, qui sont d'ailleurs définies comme des fonctions, et les propriétés vont nous donner des informations concernant cet objet. Et ces propriétés, ce sont, derrière, en programmation, ce sont des variables qui sont associées à la définition de cet objet. Donc on a la classe, qui est en quelque sorte un moule, et ensuite on a les objets qui sont créés à partir de ce moule, qui sont créés à partir de cette classe. On appelle ça des instances de la classe. Et une classe peut très bien avoir été créée à partir d'une autre classe. Donc une définition peut récupérer la définition d'un autre objet. Par exemple, la classe héros ici récupère la définition ici
de la classe personnage pour se construire, d'accord, pour en donner une nouvelle définition. Cette classe est fondée sur la classe personnage. Cette classe, ici, cette définition vient se calquer sur la classe personnage en l'enrichissant d'autres propriétés et d'autres méthodes. Et je pourrais très bien créer une longue hiérarchie comme ceci, une longue parenté, un long lien de parenté, un long arbre généalogique entre guillemets de classes. Et je pourrais très bien dire que maintenant j'ai une classe Perceval par exemple, qui hérite de héros mais qui a une propriété, c'est une quête qui est de chercher le Graal par exemple, etc. etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les fondamentaux de la programmation orientée objet. Il est temps pour nous maintenant de s'intéresser à la représentation de tous ces concepts en Python, à l'écriture de ces concepts en Python, dans la vidéo suivante. En tout cas, merci d'avoir suivi déjà cette vidéo, je vous en remercie, et je vous dis à bientôt dans la vidéo suivante. Ciao ciao!